Bonjour à tous les Talkers et bienvenue pour ce quatrième numéro des épopées légendaires où on va s'attarder aujourd'hui sur un joueur peut-être un peu moins connu et qui a peut-être un peu moins marqué l'histoire à son échelle que les trois précédentes pointures qu'on a évoquées en les personnes de Joe-Wilfried Tsonga, Andy Murray et Juan Martín del Potro. Évidemment, je vais vous donner un indice et vous allez deviner tout de suite de qui on va parler. Aujourd'hui, il est chypriote, il est ex numéro 8 mondial. On va bien évidemment s'attarder sur le cas de Marcos Baghdatis lors de sa finale à l'Open d'Australie en 2006. Alors quel a été son parcours, quel a été le retentissement de ses performances? On voit ça tout de suite après le jingle. N'hésitez pas avant tout à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne et ça nous aide tout simplement à nous développer de manière qualitative. Ceci étant dit, on va donc rentrer très rapidement dans le vif du sujet en abordant justement le début de carrière de Marcos Baghdatis et peut-être en faisant un léger retour sur qui il est, qui il était, comment il s'est construit au début de sa carrière. Donc Marcos Baghdatis, il faut savoir qu'il est chypriote, c'est le seul joueur professionnel de son pays à l'époque et puis c'est vrai que depuis on n'en a pas forcément vu des masses non plus. Il arrive à 13 ans en France, et voilà, il scrute diverses académies dont celle de Patrick Mouratoglou et il faut savoir qu'en 2003 il atteint la première place du classement mondial junior et la même année il gagne l'Open d'Australie junior. Voilà, on sait que plus tard il aura une histoire d'amour assez folle avec l'Open d'Australie, donc il gagne l'Open d'Australie junior avant justement en 2005 d'intégrer le tableau principal suite à 3 victoires en qualification et il va jusqu'en 8ème de finale cette année-là. Il est battu par Roger Federer et donc voilà, il arbore le top 100, top 50 mondial. Il arrive début 2006 en Australie, 54e mondial, voilà, donc il n'est pas tête de série a priori avant de débuter son tournoi et là il va connaître une quinzaine complètement folle. On vous parlera pas forcément de son premier tour contre Grimmelstubb qui gagne en 3-7, ni de son troisième tour contre un qualifié qui gagne également assez facilement en 3-7. On peut rapidement toucher un mot par contre de son deuxième tour face à Radek Stepanek, lors duquel il mène 2-7-0 avant de se faire reprendre à 2-7 partout et d'encaisser un cinglant 6-0 dans la quatrième manche. Au final, il s'en sort 7-5 au tie-break, donc voilà, déjà un deuxième tour très très compliqué et fort en émotion pour le chypriote, qui donc s'avance après cette victoire au troisième tour, consécutive à celle face à Stepanek, face à Andy Roddick, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Et puis là encore, il va sortir une prestation dont il n'avait pas forcément l'habitude jusqu'ici, parce qu'on rappelle qu'il est évidemment très inexpérimenté. Il sort du circuit junior depuis seulement presque 18 mois, 2 ans, donc c'est vrai que voilà, pour lui c'est pas commun d'affronter ses meilleurs joueurs sur les plus grands cours de la planète, et Andy Roddick, donc il va le battre 6-4, 1-6, 6-4, 6-4, assez... on va pas dire sereinement, mais c'est vrai qu'au retour, il a été assez efficace face à un joueur de la trempe d'Andy Roddick. Et heureusement pour lui, ça l'aura préparé à son adversaire en quart de finale, puisqu'il joue Ivan Ljubicic, qui là, du coup, va avoir l'opportunité, peut-être même rêver pour lui, d'atteindre les demi-finales en Australie, parce que Baghdatis, voilà, tu joues Baghdatis en quart, qui est inexpérimenté à ce stade de la compétition, qui est au-delà de la 50e place mondiale. Toi, t'es tête de série numéro 7. Voilà, ça laisse un tableau relativement ouvert, surtout que derrière, en demi, c'est David Nalbandian, ce qui n'est pas non plus injouable pour un joueur de la trempe d'Ivan Ljubicic. C'est un match qui va là encore être extrêmement serré, qui va se disputer en 5-7 et qui va basculer sur un seul point. Baghdatis est revenu dessus dans certains podcasts. Il parle notamment de ce break qu'il réalise dans la 5e manche, puisque là encore, il va mener 2-7-0 comme contre Radek Stepanek, qui va se rejoindre à 2-7 partout avant de s'imposer 6-3 au 5e. Et il se rappelle justement de sa seule balle de break qu'il a obtenue dans cette 5e manche, où il savait que Ljubicic allait servir extérieur, et derrière il fait un retour qui est assez moyen. Ljubicic l'attaque, et là Baghdatis va tirer un passing croisé monstrueux qui va lui permettre de breaker, et donc de s'imposer et de rallier le dernier carré. Maintenant on va peut-être passer aux 2 dernières rencontres qui nous intéressent. On va donc commencer avec sa demi-finale face à David Nalbandian. David Nalbandian qui est tête de série numéro 4. Et le début de match ne va pas forcément se passer comme prévu pour Marcos Baghdatis, puisque cette fois-ci c'est lui qui va être mené 2-7-0 par David Nalbandian et par les 2 premières manches 6-3, 7-5. Et derrière, tout simplement, il va se passer quelque chose de fou. C'est-à-dire que Baghdatis ne va plus faire une seule faute, il va se mettre à très bien servir avec seulement 11 points perdus entre les 3e et 4e manches sur sa mise en jeu. Ensuite il va y avoir peut-être quelques petits déclics. On pense notamment à son passing shot à 3-2, 15-30 sur le service de Nalbandian dans le 3e set, qui va lui permettre de s'octroyer 2 balles de break, et plus tard, même s'il ne le fera pas sur la première, de breaker l'Argentin et donc de totalement se relancer.
C'est assez intéressant parce que Bagdatis est revenu, hein, là aussi dans certains podcasts, sur cette rencontre, et il a avoué, et c'est vrai que ça se voit beaucoup à l'image, il n'a pas forcément fait le plus grand match de sa carrière pour retourner Nalbandian. C'est vrai qu'il se contentait entre guillemets beaucoup de remettre la balle, mais il a justement trouvé ce moyen de faire déjouer Nalbandian. Il a avoué, hein, il n'a pas joué le tennis de sa vie, mais il s'est mis dans une bulle où il ne voulait plus faire une seule faute. Et c'est comme ça du coup qu'il a trouvé la solution face à David Nalbandian, parce que derrière, il a commencé à faire énormément de fautes l'Argentin, hein, que ce soit dans le 3ème, 4ème ou 5ème set d'ailleurs, surtout dans le 5ème set où Nalbandian mène 4-2 et il va se mettre à arroser complètement en coup droit. C'était assez incompréhensible parce que c'est vrai qu'on avait un Bagdatis qui avait déjà disputé 2 matchs en 5-7, qui s'avançait vers un nouveau match en 5-7, et puis qui tenait mieux la distance que Nalbandian, qui était quand même un peu plus expérimenté à ce stade. Mais voilà, quand même, en tout cas, Nalbandian qui a complètement déjoué dans les moments clés, hein, puisque à 4 partout, c'est exactement la même chose. En 2 jeux de service consécutifs complètement caviardés par l'Argentin. Et derrière, il y a un dernier effet de match, même 2 derniers effets de match. Il y a Bagdatis qui sert à 5-4 donc pour le gain du match. Et là, la pluie interrompt les débats à 15A, donc je vous laisse imaginer les quelques minutes lors desquelles Bagdatis s'est retrouvé un peu seul face à lui-même à 3 points de la rencontre, avec le fait de devoir revenir sur le terrain pour servir, pour te qualifier pour ta première finale en Grand Chelem, tout simplement, et ce qui sera là aussi sa seule finale en Grand Chelem, et au final il revient, grâce à son revers notamment, il réussit à prendre l'ascendant dans l'échange sur cette fin de rencontre et ses tout derniers points. Et il y a même une balle de match, sa première balle de match, où il décoche un revers long de la ligne qui est annoncé faute, et même son coach en tribune lui dit qu'elle est faute, hein, donc lui il contexte pas forcément, et il a avoué, après le match, avoir vu à la télévision, parce qu'il n'y avait pas de Hawkeye à ce moment-là, que finalement au ralenti sa balle était bonne, donc il aurait dû gagner cette rencontre sur ce coup-là. Au final, ce sera, entre guillemets, seulement sur un ace, sur sa deuxième balle de match. Et voilà, ça c'était pour la petite anecdote. On peut se demander quel aurait été son état psychologique s'il avait finalement perdu cette rencontre. Mais donc c'est une victoire en 5 manches contre David Nalbandian, et s'avance devant lui 48 heures plus tard Roger Federer, le numéro 1 mondial, qui vise un 7ème titre du Grand Chelem. Et Bagdatis ne va pas être très très loin de son rêve finalement, puisqu'il va mener jusqu'à 7-5, 2-0, et il va même avoir une balle de double break dans le 2ème set. Voilà, il n'a pas trop de regrets à avoir là-dessus, parce que c'est vrai que sur cette balle de set, Roger Federer lâche un coup gagnant en coup droit à 139 km/h, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher du côté du Chypriote. Mais il a, là pour le coup, dans tout ce que j'ai pu lire et écouter, avoué que tout simplement à ce moment-là de la partie, s'était peut-être vu gagner trop tôt cette rencontre. Après c'est vrai qu'une fois qu'il a été débreaké dans la foulée et que Roger a effacé son break de retard dans la deuxième manche, les deux hommes c'est très serré, hein, jusqu'à 5 partout, 6-5 Roger Federer. Bagdatis mène 40-0 pour emmener Federer au tie-break du 2ème set, et là il aurait du coup pu virer peut-être à 2-7-0, sauf que même en menant 40-0, il va finalement perdre ce jeu et ce set, et là il avoue que derrière il n'avait plus la force tout simplement, et pour lui c'était terminé. Et pourtant il avait quand même pas mal d'espoir, hein, ses capacités de battre le Suisse, puisqu'il avait perdu plusieurs fois auparavant, notamment l'année passée en 2005 en 8ème de finale de l'Open d'Australie, et il était persuadé de pouvoir battre Federer, notamment l'agressant sur ses secondes, ce qu'il a bien fait. On a vu aussi tout au long de cette finale qu'il avait vraiment pilonné le revers de Roger Federer, qui pendant un temps a chippé, et puis ensuite qui a slicé, pardon, et qui ensuite s'est rendu compte tout simplement que ça allait peut-être pas suffire pour gagner aujourd'hui, donc a frappé ses revers beaucoup plus à plat, en décochant notamment des passings à 135 km/h, voilà, du grand Federer. Mais au final, donc oui, après la perte du 2ème set, Bagdatis va complètement s'écrouler, il va prendre 6-0, 6-2 dans les 2 derniers sets. Pourtant dans le 4ème set, il a une balle de débreak, mais au final, voilà, il ne la fait pas, et Roger Federer s'impose sur une dernière montée et une dernière faute provoquée du Chypriote en revers, et donc Federer qui peut tout simplement savourer. Le voici à nouveau vainqueur en Grand Chelem et en Australie. Et puis de l'autre côté du filet, on a un Bagdatis qui dans un premier temps, juste après sa défaite, va relativiser en se disant que il a fait finale de Grand Chelem, il est 54e mondial. Voilà, il aura peut-être d'autres opportunités. Au final, il n'aura jamais d'autres opportunités, même s'il fait demi-finale à Wimbledon battu par Rafael Nadal la même année. La suite de la carrière de Bagdatis sera peut-être beaucoup plus contrastée, avec notamment pas mal de blessures, hein, que ce soit sur la fin de cette année 2006 à la clavicule, ce qui l'empêche de disputer le Masters, qui était un de ses objectifs, et ensuite en 2008 notamment, où il n'arrête pas de rechuter, et derrière il ne fera plus jamais un quart de finale en Grand Chelem, il n'atteindra plus jamais le top 15 mondial, alors qu'il avait atteint la 8ème place mondiale suite à son premier titre à Pékin, et donc à sa demi-finale à Wimbledon successive, à sa finale en Australie.
Son histoire d'amour avec l'Open Australie, elle ne s'arrêtera cependant pas là, puisqu'on se rappelle en 2008 qu'il a disputé le match le plus tardif de l'histoire, sur ce même cours, face à Lleyton Hewitt. Voilà, c'était assez fou pour vous remettre rapidement le contexte. On a un match entre Roger Federer et Tipsarevic qui va jusqu'à 18 dans le 5ème set, je crois, qui dure des plombes et des plombes. Ensuite, on a un match féminin entre Venus Williams et Sania Mirza, et les deux hommes rentrent sur le court à partir aux alentours de minuit, un peu plus de minuit. Et d'habitude, l'Open Australie ne fait pas démarrer le match après 23h, exception en fait par Craig Tiley et son équipe. Et du coup, le match commence, il va durer voilà, plus de 4h30 pour s'achever à 4h36 du matin, quelque chose comme ça, 4h33, 4h36, avec une physionomie qui est complètement folle, puisque il y a un set partout. Baghdatis il fait mal au début du 3ème, il mène 5-3, il perd 7-5, dans la dernière manche il est mené d'un wagon, d'un double break, il finit par pousser Hewitt dans un 5ème set, mais finalement l'Australien devant son public est plus fort et va donc battre Baghdatis pour ce qui sera voilà, un des derniers gros frissons en terre australienne pour le Chypriote. Donc n'hésitez pas à nous donner vos ressentis, peut-être quelques précisions, ce que vous avez pensé même peut-être de la carrière de Baghdatis en règle générale. Est-ce que pour vous c'est un talent gâché entre guillemets? Je m'entends quand je dis talent gâché parce qu'il a quand même un palmarès qui fait que beaucoup de joueurs l'envient, avec notamment 4 titres sur le circuit ATP et 2 demi-finales dont une finale en Grand Chelem. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner vos retours même sur ce format, et si vous souhaitez voir d'autres épisodes, nous suggérer quel joueur vous aimeriez qu'on traite, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao.